Je peux pas. J'ai opéra. Hey Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Bonsoir les loulous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le premier épisode de la saison de Je peux pas, j'ai opéra. Qui dit nouvelle année dit nouvelle équipe. Pour plus de surprises, plus de découvertes et plus de pas plus de risques, et plus de chroniqueuses. On retrouve avec nous Eva qu'on connaît déjà. Bonsoir Bichette. Bonsoir Chloé. Et bonsoir à Pauline et Sarah et Justine qui nous rejoignent. Bonsoir. Un bisou à Julie et Jade qui seront présentes également régulièrement. Julie est là d'ailleurs, elle répondra à nos auditeurs tout à l'heure durant le blind test. Et bonsoir à notre JB préféré, notre technicien qui nous accompagne encore. Et bonsoir, ça va les filles? Ça va. Vous l'avez donc compris, l'équipe de Je peux pas, j'ai opéra s'est renforcée. 7 filles vont vous parler opéra tous les deuxièmes vendredis du mois sur les ondes de Radio Campus 93.3. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Pour la première émission de la saison, c'est Shakespeare qui est mis à l'honneur. Vous souvenez-vous, l'année dernière, nous avions eu le plaisir de recevoir Pierre Thirion-Vallée, le directeur du Centre lyrique Clermont-Auvergne. Il nous avait donné une exclue. La saison 2015-2016 du Centre lyrique Clermont-Auvergne est placée sous le signe de Shakespeare. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir ce personnage emblématique. C'est un dramaturge incontournable du XVIe siècle, auteur d'œuvres majeures comme Roméo et Juliette, Hamlet ou encore La Mégère apprivoisée. Dans la première partie d'émission, on retrouve Sarah pour la chronique Me raconte pas d'histoire. Puis Eva vous parlera d'actu opéra dans la chronique À vous de voir. Dans la deuxième partie d'émission, comme le veut la tradition, on vous proposera de gagner des places pour aller à l'opéra avec un blind test. Enfin, ce sera l'heure de la chronique Les dessous de l'opéra avec Justine et Pauline. Et puis on vous a réservé un quiz surprise, vous allez voir. Mais tout de suite, pour bien commencer l'émission, je vous propose d'écouter Montag et Capulet de Epica. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le premier épisode de la saison de Je peux pas, j'ai opéra. Merci au groupe de métal symphonique néerlandais Epica pour ce morceau qui nous permet de bien commencer notre émission spéciale Shakespeare. Et toi, me raconte pas d'histoire.
En ce vendredi 13, jour de toutes les malédictions, Sarah a choisi de nous parler des superstitions dans le monde des théâtres et de l'opéra. Alors Sarah, que se passe-t-il derrière les rideaux? Y a-t-il tant de superstitions que ça? Eh bien oui, Chloé, que ce soit des expressions ou des gestuelles interdites, ou encore des pièces qui sont considérées comme maudites, nos chers comédiens et nos chers musiciens ont en fait vraiment beaucoup de manies et de croyances. On retrouve des superstitions qui sont assez connues. Certains metteurs en scène refusent par exemple de jouer un vendredi 13, mais il y en a d'autres également qui sont assez drôles et c'est celles dont j'ai choisi un peu de vous parler. Donc tiens, par exemple, Chloé, est-ce que toi tu sais pourquoi c'est très mal vu d'offrir des œillets à une comédienne ou à une chanteuse d'opéra? Bah non, je sais pas, hein. C'est pourtant chic et suave un œillet, n'est-ce pas? Oui, ça a tout à fait ses caractéristiques, tu as raison, mais ce n'est pourtant pas ça. En fait, au 19e siècle, les théâtres et les opéras avaient souvent des artistes permanents, ce qui est un fait plutôt rare aujourd'hui. Et il paraît que les directeurs, quand ils voulaient se séparer d'une chanteuse qui ne leur convenait pas, ils avaient l'habitude de leur offrir des œillets. Alors pourquoi, tu me diras? Tout simplement parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que des roses. Sympa, n'est-ce pas? Sympa, la galanterie était au rendez-vous, hein. Et tu disais également qu'il y a des mots ou des gestes interdits. Exactement. Alors là encore, il y a souvent une logique historique ou esthétique à ça, mais pour nous, ça peut paraître vraiment très incongru. Donc par exemple, on ne peut pas prononcer le mot corde sur un plateau. Alors c'est pratique quand on sait le nombre de cordages qui sont utilisés pour la technique. C'est mais clair. bon. Cela s'explique en fait par la peur que les cordages qui maintiennent les décors ne se brisent. C'est une superstition qu'on retrouve également dans le monde de la marine et en fait apparemment beaucoup de marins venaient travailler dans les théâtres à l'époque. Ah oui. Et un peu dans le même registre, c'est très mal vu de siffler dans les couloirs de l'opéra. On dit que cela va attirer les huées du public lors de la prochaine représentation. Mais il y aurait également une explication technique à ça, du fait que les régisseurs communiquaient apparemment souvent par sifflement. Et donc un autre sifflement risquait de perturber le déroulement technique du spectacle. On ne souhaite pas bonne chance non plus, mais merde. L'artiste, lui, ne doit pas dire merci. Il a le choix. Soit il ne répond pas, soit il dit « je le prends ». Mais alors pourquoi merde, tu me diras, comme tout le monde. Mais en fait, c'est vraiment très en rapport avec l'opéra, puisqu'il y a une référence au crottin des chevaux qui déposait les gens à l'opéra. Plus il y a de merde à l'entrée du théâtre, plus les gens ont apprécié l'opéra et applaudi longtemps. Les Anglais, quant à eux, ils sont quand même un petit peu plus classe. Ils se souhaitent break a leg, soit casse-toi une jambe. Sympa ton anecdote, c'est très chic, hein. N'est-ce J'ai pas? entendu dire également que la couleur verte portait malheur. Oui, effectivement. Alors ça, pour le coup, c'est très culturel. C'est vrai en France, mais pour les Italiens, c'est le violet qui est mauvais signe. Au Royaume-Uni, c'est le bleu. En Espagne, le jaune. Alors j'ai trouvé quelques explications à cette superstition, en France tout du moins. Elle est sans doute assez récente, puisqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, le velours des théâtres était vert ou bleu. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que le rouge qu'on connaît sera préféré. Alors on dit que Molière serait mort sur scène portant un costume vert lors d'une représentation du Malade imaginaire. En fait, il est mort quelques minutes après, mais bon, l'image est restée, il y a toujours cette superstition. Il paraît également que le vert a été source de nombreux empoisonnements. Alors, comment une couleur peut être source d'empoisonnement? En fait, c'est parce que les produits utilisés pour créer la couleur verte des costumes à l'époque, ils étaient toxiques. Et donc, c'est beaucoup de mystère, comme tu peux le voir, Chloé, mais la peur reste là. Et info ou intox, il paraît même que Pierre Duc, qui a été administrateur de la Comédie Française, il aurait demandé à ce que tous les murs de sa chambre d'un hôtel vert soient repeints. Ah oui, d'accord, ça va loin. Et sinon, tout à l'heure, on parlait de Shakespeare. Est-ce qu'il y a des superstitions justement autour de son œuvre? Alors oui, il y en a une précisément par rapport à Macbeth. Au Royaume-Uni, cette pièce, elle est réputée maudite et les acteurs évitent de prononcer son nom. Donc on parle plutôt de The Scottish Play. Même les acteurs principaux qui jouent les rôles du couple Macbeth sont appelés Mr. et Lady M. Et cela va d'ailleurs plus loin parce que selon les rumeurs, aucune pièce de Macbeth n'aurait été jouée sans qu'un des acteurs ne meure. On n'imagine pas ce que ce serait si Macbeth était joué un vendredi 13. D'ailleurs, le Centre Lyrisque Clermont-Auvergne n'a pas pris ce risque. Si Shakespeare est mis à l'honneur cette année, on n'aura pas l'occasion de voir Mr. and Lady M se produire sur scène. C'est vrai, mais par contre, ils proposent quand même une création ce vendredi 13, ils sont courageux. Une création qui sera avec l'Orchestre d'Auvergne et le Festival Musique Démesurée qui a commencé il y a quelques jours maintenant. Alors au programme, il y aura des créations de jeunes compositeurs qui occupent la scène internationale, la création de la pièce spécialement écrite par Oscar Bianchi pour le concours international de chant de Clermont-Ferrand, et enfin le chef-d'œuvre d'Alban Berg. C'est donc vraiment une soirée riche en diversité stylistique et sonore qui s'annonce, et d'ailleurs vous pouvez toujours courir prendre vos places à l'opéra puisqu'on peut les acheter directement sur place. Donc on ne souhaitera pas bonne chance aux artistes, sait-on jamais, peut-être qu'ils nous écoutent, alors merde à eux. Merci beaucoup Sarah pour cette chronique, on écoute tout de suite le final de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le premier épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et pour la petite anecdote, à travers cette ouverture de Guillaume Tell, Rossini exprime musicalement la révolte des Suisses contre l'envahisseur autrichien. T'as vu ? T'as pas vu ? À toi de voir. Eva, ma petite bichette, tu vas aujourd'hui nous parler un peu de l'actu du Centre Lyrique Clermont-Auvergne. Alors, qu'y a-t-il de croustillant à aller voir ? Eh bien, ce soir, j'ai choisi de vous parler cinéma. Et c'est une nouveauté cette année, le Centre Lyrique a créé un partenariat avec le cinéma Les Ambiances. 8 films autour de Shakespeare vont y être diffusés, comme Roméo plus Juliette, Othello, Hamlet Goes Business, Le Songe d'une nuit d'été, mais aussi un film intitulé César doit mourir que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. César doit mourir, un film qui a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin et qui marque le retour des frères réalisateurs Taviani au cinéma. Je ne sais pas comment c'est ça, je sais ça, mais je le sais. Peux-tu nous en dire plus ? Quelle culture, Chloé ? Ah oui, ça. Eh bien, c'est une sorte de docu-fiction qui se passe dans le quartier de haute sécurité d'une prison à la périphérique de Rome. L'histoire, c'est un groupe de vrais détenus qui vont monter une pièce de théâtre qui n'est autre que Jules César de Shakespeare. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Jules César, c'est une œuvre qui parle d'assassinat, d'amitié, de trahison, de pouvoir et de liberté. Du vrai Shakespeare, quoi. Oui, et on assiste là à un film qui montre tout le processus de création, de l'élaboration de la pièce dans les cellules ou dans les couloirs de la prison, jusqu'à la représentation finale. Et quand on sait que ces détenus ont été condamnés pour la plupart à perpétuité pour meurtre, trafic de drogue ou association de malfaiteurs, les dialogues de la pièce de théâtre qu'ils jouent prennent vraiment une autre dimension. C'est vraiment très lourd de sens, et puis ces prisonniers au lourd passé se révèlent être de grands acteurs et c'est troublant de vérité. Troublant de vérité et fort en émotion, je suppose. Et j'imagine qu'on se rend vraiment compte que l'art, surtout dans le milieu carcéral, peut vraiment être un échappatoire et un moyen de s'en sortir en fait. Comme une thérapie, quoi. C'est tout à fait ça, Chloé. Ces hommes qui sont à la fois des comédiens, acteurs et prisonniers trouvent à travers le texte de Shakespeare un écho à leur vécu, à leur propre tragédie et à leur souffrance personnelle. On voit vraiment que leur passé se mêle étroitement à l'art et à la fiction, et c'est justement ce qui est très fort en émotion. Je veux bien le croire, Eva. Et finalement, quand on sort de la salle, qu'est-ce qui nous marque dans ce film ? Eh bien, 3 choses, Chloé. D'abord, César doit mourir, c'est une expérience sur le travail de préparation et les coulisses du spectacle. Ensuite, c'est une imbrication totale entre théâtre, cinéma et réalité. Et enfin, et surtout, c'est un film révélateur du processus de réinsertion, de rachat fait par des hommes qui ont commis des crimes parfois très graves. Et bien sûr, la mise en scène des frères Taviani, rigoureuse et dépouillée, a le tact de ne jamais surligner cet aspect. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais moi, tu m'as donné envie d'aller voir ça. Ça se passe quand, du coup ? Alors, pour César doit mourir, ça passera le jeudi 10 mars à 20h. Ah oui, d'accord, on a le temps. Hein. Je vais voir si je peux caler la date, du coup, dans mon agenda. Oui, c'est ça vous laisse le temps de vous organiser. Exactement. Mais rassurez-vous, je ne vous laisse tout de même pas en plan. Car prochainement, écoutez-moi, le 10 décembre, c'est-à-dire bientôt, le film Ran va être diffusé aux Ambiances, toujours dans le cadre de ce partenariat avec le Centre Lyrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'annonce, mes chers auditeurs, que le Centre Lyrique Clermont-Auvergne vous offre 2 places pour cette séance. On en reparlera mieux lors du blind test si vous arrivez à gagner, bien sûr. Comme quoi, le vendredi 13, ça porte chance chez Je peux pas, j'ai opéra. Alors Eva, motive nos auditeurs. Ran, ça parle de quoi ? Voilà, tu mets la pression. Ah ben là. Bon, rapidement, Ran, c'est un vieux film japonais d'Arika Kurosawa, et c'est le réalisateur des 7 samouraïs. Ça se passe à la fin du XVIe siècle dans le Japon féodal. Je vous laisse imaginer. Le clan Ishimonji, attention, l'un des plus puissants du pays, est dirigé d'une main de fer par Hidetora. Mais Hidetora, il est très vieux et las de régner sur son clan. Il décide donc de laisser le pouvoir à ses 3 fils, Taro, Jiro et Saburo. C'est ce qu'il fait et à chacun d'entre eux revient un château et un territoire. Mais le problème, c'est que Saburo, le cadet, refuse l'héritage parce qu'il craint que des querelles n'éclatent au sein même du clan. Il est bien sage, lui. Hein. Bien sûr. Et bien sûr, donc, il est aussitôt banni et déshérité par son père, alors que pourtant, ses craintes se révèlent fondées et ses 2 frères, Taro et Jiro, écartent sans morale leur père Hidetora de leur existence, le balancent aux oubliettes de la vie politique et se livrent une lutte fraternelle sans merci pour le pouvoir.
Guerre de famille, rivalité, pouvoir, une belle référence à Shakespeare ici. Et ça m'a l'air d'être un sacré film d'action, non ? C'est un film d'action, oui, mais pas à la James Bond. Hein. Vous voyez, plutôt un film d'action à la fois historique, esthétique et super artistique quand même. Et c'est aussi une belle adaptation du Roi Lear de Shakespeare avec une relecture et une certaine prise de distance, cela dit. Kurosawa, dans son film, transforme les filles de la pièce de théâtre en fils. Il développe aussi beaucoup plus que Shakespeare la responsabilité du père dans la folie autodestructrice de ses enfants. C'est donc une prise de parti intéressante et je pense qu'on peut faire confiance au duo Kurosawa et Shakespeare. En tout cas, si vous êtes amateur de films d'histoire, d'action et de drame, je vous recommande ce film sans hésiter. Merci beaucoup Eva pour cette nouvelle chronique et n'oubliez pas de liker notre page Facebook Je peux pas, j'ai Opéra. Et vous trouverez très vite sur notre page Facebook toutes les informations concernant les 8 films diffusés aux ambiances sur le thème de Shakespeare, les modalités, les dates et leurs odeurs. Leurs horaires. Soyez au rendez-vous. On écoute tout de suite Kurt Weill, l'opéra de Katsu, la chanson du non et du oui. Durch ein kleines Lied deutet Polly ihre Verheiratung mit dem Räuber McKees an. Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Gewiss kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktags rein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher ist das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ja, da gibt's überhaupt nur Nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent. Der war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite, der hatte 3 Schiffe im Hafen. Der Dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktags rein und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht einfach hinlegen. Ja, da musste ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ja, da gab's überhaupt nur Nein. Nein. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer. Und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein, und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen
und die ganze Nacht. Ach, es war das Boot am Ufer losgemacht. Und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musst ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein Nein. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le premier épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Nous venons de faire honneur à l'Allemagne avec l'opéra de Katsu qui a connu un énorme succès. Tu veux gagner des places pour l'opéra? C'est l'heure du blind test. Comme dans chaque épisode de Je peux pas, j'ai opéra, l'équipe vous propose de gagner des places pour aller justement à l'opéra. Et ce soir, ce sont 4 places qui sont en jeu, offertes par le Centre lyrique Clermont-Auvergne. Il y aura donc 2 gagnants, puisque, comme d'habitude, les places se gagnent par paire pour que vous puissiez en profiter avec un ami, un proche, votre copain. Bref, vous êtes une bande de petits vénards. Comme je vous le disais tout à l'heure, nouveauté cette année, 2 places pour aller voir le film Ran aux ambiances le jeudi 10 décembre à 20h. Eva vient de vous le présenter, c'est un film d'action et je vous le promets, il vaut le détour. Puis 2 places pour le spectacle Assis et Galatée, le samedi 6 février à 15h. C'est un texte de John Gay sur une musique composée par Handel. L'histoire est simple. Un homme aime une femme, mais un autre homme aime la même femme. Et là, c'est le drame. Autrement dit, un jeune homme pauvre aime une jeune fille pauvre, mais belle. Jusqu'ici, pas de lutte de classe. Mais un vieil homme riche, puissant et surtout laid aime aussi les très jeunes filles. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous spoiler, mais croyez-moi, ce spectacle vaut également le détour. Si vous voulez donc gagner des places pour aller voir soit une séance de cinéma aux ambiances, soit un beau spectacle à l'opéra, il vous suffit de trouver le titre ou le compositeur du son qui va suivre. Et là, pour le coup, on vous fait un cadeau. Vous allez trouver facilement, je vous le promets. Le premier qui appelle pourra choisir s'il veut les places de cinéma ou s'il veut les places pour l'opéra. Et le deuxième, il prendra ce qu'il reste. Mais vous allez me dire, les deux valent le coup. N'est-ce pas les filles? Bon, c'est cool. Dès que vous avez la réponse, appelez-nous au 04 73 90 52 61. Et ne vous inquiétez pas, les loulous, vous ne passez pas en direct, donc n'hésitez pas à appeler. Pour les timides, je préfère le préciser. Je répète le numéro une dernière fois, 04 73 90 52 61. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà les loups, on est d'accord, c'est facile, le titre vous le trouverez facilement je pense. Alors n'hésitez plus et appelez-nous au 04 73 90 52 61. Approche. Viens regarder les dessous de l'opéra. Revenons maintenant à Shakespeare. Mr. William fait encore partie aujourd'hui des figures les plus emblématiques de la littérature théâtrale anglaise. Mais qui dit Shakespeare dit également mystère. Et au pluriel, s'il vous plaît. Si vous ne le saviez pas encore, la vie du dramaturge est entourée de secrets, de parts d'ombre qui fascinent encore ses nombreux admirateurs. Et c'est justement Pauline et Justine qui vous proposent en ce vendredi 13 une petite sélection de ces mystères. Eh bien oui, c'est vrai. En revanche, tout le monde connaît Shakespeare, et en fait non, on ne le connaît pas si bien. Tout simplement, est-ce que vous savez à quoi il ressemblait?
Est-ce que tu sais, toi, Chloé? J'imagine plutôt un beau ténébrun, un homme séduisant, quoi. Oh peut-être séduisant, mais en fait, si vous tapez Shakespeare dans Google Images, les portraits s'accordent globalement sur un grand front dégarni, entouré de cheveux châtains et bouclés, des yeux marrons, Sexy. une jolie barbichette et, très important, un anneau à l'oreille droite pour le swag. Mais en fait, il n'existe pas vraiment de traces écrites qui décrivent les traits de son visage, sa taille ou encore, très dommage, la forme de sa moustache. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'y a qu'un seul portrait qui a été réalisé de son vivant. Tous les autres sont des portraits posthumes. Il est donc impossible d'être totalement sûr de l'apparence de Shakespeare. C'est quand même pas banal, hein. Un homme si célèbre qui a écrit autant de pièces jouées dans le monde entier, on n'est pas capable de savoir vraiment à quoi il ressemblait. Et on t'arrête tout de suite, Chloé, parce qu'un autre mystère plane au-dessus de Shakespeare. On se demande même s'il a vraiment existé. Quoi? Tu veux dire qu'il est possible de douter de l'existence d'un homme aussi célèbre que lui? Oui, alors me gronde pas, Chloé. Ah ouais, non mais là je suis... J'y suis pour rien. En fait, certains ont pendant longtemps douté de l'existence de Shakespeare pour la simple et bonne raison que l'on ne connaît quasiment rien de lui. On parlait à l'instant de son portrait, mais sa biographie est elle aussi très obscure et pleine de contradictions. Déjà, on ne connaît pas avec certitude le jour de sa naissance, c'est-à-dire qu'il existe une trace de son baptême, le 26 avril 1564, et à partir de ça, on en a déduit qu'il était né 3 jours plus tôt. En plus, sa trace a été perdue pendant une dizaine d'années. Il semble disparaître après son mariage en 1585, et c'est seulement en 1592 qu'on retrouve une trace écrite et fiable qui atteste vraiment de sa présence à Londres en tant qu'acteur à succès. Là encore, le mystère persiste. Comment il est devenu un acteur apprécié et reconnu de la capitale anglaise? Quelle formation il a reçue? C'est impossible de le savoir. En plus, pourquoi ce silence à sa mort, alors qu'à l'époque, la moindre disparition d'un auteur mineur donnait lieu à des lamentations et des odes? On n'en sait rien. Ces suppositions, elles ont quand même été dépassées aujourd'hui parce qu'il s'est avéré qu'un homme portant le nom de William Shakespeare a vraiment existé et vécu à Stratford. Mais est-ce qu'il s'agissait vraiment du grand dramaturge? Certains en doutent. Comme en plus, même si c'est la même chose pour d'autres comme Molière, aucun manuscrit d'époque n'a été retrouvé et ce sont des amis qui ont publié ses œuvres à sa mort. Bref, tout ça soulève des doutes. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question de savoir si la paternité de ses œuvres lui revient vraiment. Oula, c'est-à-dire? En fait, même si ces pièces sont connues à travers le monde entier et traduites dans toutes les langues, certains se posent en effet encore la question, qui est réellement le père de Roméo, Juliette et Hamlet? C'est au XIXe siècle que l'on commence à douter. Certains avancent comme argument, par exemple, les origines trop modestes de Shakespeare. Pour eux, un habitant de la province qui ne fréquentait pas les cercles érudits ne pouvait alors pas posséder la science et les compétences nécessaires à l'écriture de telles pièces de théâtre, cela nécessite une vraie maîtrise de la langue anglaise, de la littérature et de la poésie, et cela ne pouvait alors être que l'œuvre d'aristocrates éduqués. De plus, dans son testament, Shakespeare ne se présente à aucun moment en tant qu'écrivain et aucune de ses œuvres n'y est mentionnée. C'est vraiment comme si elle n'avait jamais existé. Alors, c'est sûr, les questions de droit d'auteur n'étaient sans doute pas les mêmes à cette époque, mais bon, quand on travaille toute une vie sur un ensemble d'œuvres, j'imagine qu'on aurait quand même envie qu'elles restent dans la famille. Moi, je suis tout à fait d'accord. Carrément. Et certains se disent que du coup, Shakespeare, c'était un nom de code réunissant un collectif d'auteurs à l'origine de l'écriture des œuvres. Par exemple, le Sir Francis Bacon, qui était par ailleurs scientifique et philosophe, il a longtemps été tenu pour le probable des Shakespeare. Et la raison qui était avancée, c'était le fait qu'il était impossible pour cet homme, tout simplement pour des raisons politiques, de signer de son nom des œuvres théâtrales. Mais en fait, cette thèse, elle a été écartée parce que non seulement les dates, elles concordaient pas tout à fait, mais en plus, après des études stylistiques, on s'est rendu compte que la distribution des mots et le vocabulaire, c'était pas les mêmes entre les essais moraux et politiques signés de Bacon et les œuvres de Shakespeare. Et figurez-vous que les spéculations ne s'arrêtent pas là, puisque après Sir Francis Bacon, qui manifestement ne semblait pas être le bon candidat, de nouvelles hypothèses ont éclos et présenté cette fois-ci le dramaturge Christopher Marlowe comme le potentiel Shakespeare. Alors ici, les dates concordent, puisqu'il est né la même année que l'homme de Stratford, et il disparaît en 1953, au moment où se lève l'étoile de Shakespeare. Mais certains trouvent dans son assassinat, qui a été commandité par le chef du service secret de la reine, une mise en scène, carrément, pour mieux réapparaître sous une nouvelle identité et connaître de nouveau la gloire.
C'est quand même un peu farfelu tout ça les filles. Hein. On te l'accorde. Et encore, ce ne sont que des hypothèses. Mais là, on parlait des hypothèses où Shakespeare était un nom d'emprunt pour une personnalité britannique. Mais en fait, il faut savoir que ces mystères ont carrément dépassé les frontières. Et que des théories allemandes avançaient que Shakespeare serait en fait un homme du nom de Sigisbert, dont la sonorité aurait été déformée. Les Français ont eux aussi leur idée assez rigolote là-dessus, en tenant pour ancêtre Jacques Père, qui prononcé à l'anglaise, en faisant sonner toutes les lettres, donnerait Jacques Père. Jacques Père. Et oui, mais enfin, quoi qu'il en soit, aucune hypothèse ne tient suffisamment la route pour affirmer que Shakespeare serait un autre homme. Tout ça nous indique quand même long sur la fascination qu'il exerce à travers la planète. Hein. Merci beaucoup les filles. Nous n'avons toujours pas de gagnant pour le blind test. Donc les loulous, je vous rappelle le numéro. N'hésitez pas à nous appeler 04 73 90 52 61. Et je vous propose maintenant d'écouter Dire Straits, Romeo and Juliet. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Can't do the talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. Can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Juliet, when we made love, you used to cry. Said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was
struck Romeo to sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? How about it? Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le premier épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Nous vous rappelons que nous cherchons toujours notre grand gagnant de notre grand blind test. Le numéro est 04 73 90 52 61. Et vous venez d'entendre Roméo and Juliette du groupe anglais Dire Straits. Là, sur mon chemin. On a testé nos auditeurs tout à l'heure justement avec le blind test et visiblement personne n'a trouvé. Maintenant les filles, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. On va voir si vous connaissez si bien Shakespeare que ça avec un petit quiz. En fait, Sarah, Justine, Pauline, Eva et moi-même, nous avons chacune préparé 2 pour celles qui ont bien fait leur boulot ou une question pour tester entre nous nos connaissances. Alors on commence avec Sarah pour la première question. Quelque chose de pas trop difficile quand même pour commencer, hein. Alors difficile, je sais pas, mais en tout cas, je commence avec une question sur sa vie personnelle à ce mystérieux Shakespeare. Alors, est-ce que vous savez à quel âge il s'était marié ? Bah, pour le coup, moi, je savais même pas qui était marié. Avec les descriptions qu'on a pu en faire tout à l'heure, je l'imaginais bien, je sais pas, en Don Juan, briseur de cœur. Moi, je suis d'accord avec Pauline. Ouais, on sait que vous aimez bien les crânes dégarnis, quoi. Ne révèle pas nos secrets comme ça. Moi, je crois qu'il s'est marié jeune. Je dirais genre 18 ans. Bah oui, apparemment c'est ça, effectivement, Justine. Ça, je pensais pas que vous auriez trouvé si rapidement. Oui. Mais du coup, est-ce que tu sais avec qui ? Non, pour le coup, pas du tout. La comédienne qui jouait Juliette, allez, à coup sûr. Oh, c'est mignon ça, Eva. Mais bon, dans ce cas-là, ce ne serait pas une femme en fait, puisqu'à l'époque, les femmes étaient interdites sur scène. Donc, des jeunes garçons qui n'avaient pas mieux étaient choisis pour jouer ces rôles. Charmant. Très charmant. Oui. Du coup, vous donnez votre langue au chat ? Complètement. Oui. Alors Shakespeare s'est marié en fait avec une certaine Anne Hathaway, mais à vrai dire on ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle avait 8 ans de plus que Shakespeare. Donc c'était un peu normal que vous ne le saviez pas, je vous l'avoue, c'est une question piège. Par contre, les rumeurs disent que Shakespeare ne l'aimait pas vraiment, et je doute qu'elle ait inspiré sa pièce Roméo et Juliette. J'aurais pas trouvé la réponse. Moi je préfère me tourner plutôt sur sa carrière professionnelle que sa vie privée, même si je trouve ça très croustillant, Sarah. Alors c'est à moi. Savez-vous les filles, quel théâtre Shakespeare a-t-il créé ? Aucune idée. Moi, il me semble que c'est le Théâtre du Globe, non ? Exactement, Sarah, bien joué. C'est un théâtre élisabétain. Il a été construit en 1799 dans le quartier Southwark, au sud de la Tamise, à Londres. Il est célèbre pour avoir bien sûr abrité de nombreuses représentations des pièces de Shakespeare. La question suivante, c'est Pauline qui nous la pose. Une question axée également sur sa carrière. Ouais, une question toute simple en apparence. Combien de pièces de théâtre Shakespeare a-t-il écrit en tout ? Je me relance sur des chiffres à donner au hasard parce que ça a payé pour la première fois, je dirais 50. Non, je te donne pas d'indice, mais par contre, il me faut un nombre précis. 32 au hasard, mais bon, c'est difficile à évaluer. Bon, du coup, je vous donne la réponse, puisqu'en effet, c'est assez compliqué de tomber sur le nombre juste quand on ne connaît pas la réponse. Shakespeare a écrit en tout 38 pièces de théâtre. Et on a pour habitude de séparer ces pièces en 3 catégories. Les tragédies, que vous connaissez toutes, comme Roméo et Juliette ou Othello, par exemple. Les comédies, avec Le songe d'une nuit d'été ou La mégère apprivoisée. Et enfin, les pièces historiques. Et est-ce que quelqu'un peut me citer 3 pièces historiques, d'ailleurs ? Oh ça c'est facile, Henri IV, Henri V et Henri VI. Bravo Sarah, ça c'est de la bonne réponse. En effet, Merci. Les pièces historiques de Shakespeare sont connues pour toutes porter les noms de grands rois.
C'est quand même un travail énorme pour un seul homme, 38 pièces de théâtre. Ouais, exactement. Et c'est également une des raisons qui peuvent expliquer les doutes autour de la paternité des œuvres de Shakespeare, comme on vous en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Pauline, pour cette question. C'est à ton tour, Justine, donne tout, piège-nous, fais-nous rêver. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire rêver ou vous piéger, mais j'ai une question sur Shakespeare, à savoir, est-ce qu'il était seulement auteur ou est-ce qu'il faisait autre chose dans sa vie ? Moi, je pense qu'il faisait autre chose quand même. Enfin, c'était un homme brillant, donc bon. Franchement... Oui, alors c'est plutôt bien vu, effectivement, mais est-ce que tu peux un peu préciser Moi, j'imagine qu'à cette époque, il pouvait, par exemple, être acteur. Et il me semble qu'il était aussi poète. Eh ben, vous allez trouver toutes les deux, parce qu'il était aussi forte. acteur et poète. Il nous surprendra toujours, ce petit Shakespeare. Ah, ça, tu l'as dit. On revient maintenant à Pauline. Alors, ma biche, on t'écoute. Alors, on parlait du théâtre du Globe tout à l'heure, et pour revenir à ce sujet, est-ce que vous savez quelle malheureuse tragédie a frappé le théâtre du Globe en 1613 ? Moi, je sais, et c'est pas très difficile à deviner de toute façon. Eh ben, vas-y, on t'écoute attentivement, si tu sais si bien que ça. Vous avez vu, hein. Alors, c'est un incendie, il me semble, qui a ravagé le théâtre. Le bâtiment était construit tout en bois et un jour, au milieu d'une représentation d'Henri VIII, le toit a malheureusement pris feu et le théâtre fut entièrement détruit. Vous avez vu cette culture ? Quelle culture, Eva, tu m'épates. Exactement, c'est une très bonne réponse. Et pour terminer sur une note un peu plus positive, sachez quand même que le théâtre a été reconstruit immédiatement après l'accident, avec un toit en carrelage, cette fois-ci pour limiter les risques. Il joue la prudence. Et c'est encore à toi, Justine, pour ta deuxième question. Et oui, deuxième, parce que j'ai bien travaillé. Merci, Justine. Heureusement que tu es là. Là, c'est un peu plus dur. Est-ce que vous savez combien de mots Shakespeare a inventé dans ses œuvres ? Je savais même pas qu'il avait inventé des mots, donc pour te dire... Eh bien si, on attribue à Shakespeare plusieurs néologismes. Du coup, est-ce que vous pouvez lancer une petite approximation ? Moi, au hasard, je dirais 1000. Plus 2000. Tu chauffes. Du coup, 3000. Exactement. Super, 3000. la seule réponse que je trouve, c'est ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et pour la petite anecdote, on lui doit le mot swag. Parce qu'en fait, à l'origine, il a inventé le verbe to swagger, qui signifiait fanfaronner. Et il l'a utilisé dans sa comédie Le songe d'une nuit d'été. Comme c'est drôle, quand je dirais à quelqu'un qu'il est swag, je penserais directement à Shakespeare maintenant. C'est maintenant à toi, Eva. Alors, les filles, avez-vous une idée de la phrase que l'on peut lire encore aujourd'hui sur la tombe de Shakespeare ? Alors moi, je vois bien une phrase super connue comme « être ou ne pas être, telle est la question ». Ouais, moi, je vois bien ça comme ça, aussi ça quelque va, chose de marquant qui colle bien au personnage. Moi, je suis désolée, j'ai vraiment aucune inspiration, là. Et toi Et toi, Justine ? Moi, je mise un peu sur la malédiction, c'est le thème un peu. Exactement, puisqu'il est gravé « Béni soit l'homme qui épargnera ses pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire ». Et il faut savoir que jusqu'à ce jour, personne n'a jamais osé creuser sa tombe ou même la déplacer par peur de recevoir cette terrible malédiction. Enfin, tout ça contribue bien à renforcer le mystère autour du personnage. Peut-être même qu'il n'y a personne dans cette tombe. C'est ça, mais on ne pourra jamais le vérifier. Non, c'est vrai. Merci Eva. Bon, on n'est quand même pas très doués. Vous voyez, nous aussi, on anime une émission de radio avec des super chroniques, tout ça. Mais en fait, on a encore plein de choses à apprendre, comme vous, chers auditeurs. Du coup, je vais préparer 2 questions bien faciles, histoire de terminer sur une note positive. Alors, vous êtes prêtes ? Question de rapidité. C'est parti. Au taquet. Au taquet ? Ok. De quelle pièce est tirée la réplique « Roméo, oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» Et qui la prononce ? C'est Juliette. Juliette, dans Roméo et Juliette. Exact. Ouais. Si facile que ça. Mais non, mais là, c'est trop facile. Enfin, tu nous prends pour des bêtes. Oui, je me suis dit que j'allais me mettre à votre niveau. Bon, c'est parti pour la deuxième. Et la dernière question de ce quiz. De quelle pièce est tirée la célébrissime réplique « To be or not to be » Hamlet. Jules César. C'était presque un sans faute. Finalement, mes questions n'étaient pas si faciles que ça. Sarah ? Vous avez quand même toutes gagné le droit de revenir pour la prochaine émission vendredi 11 décembre, toujours de 19h à 20h sur les ondes de Radio Campus 93.3. Mais comme vous avez bien travaillé ce soir, ça sera plutôt apéro. Enfin, sauf pour Sarah qui va aller bûcher un peu l'histoire de Shakespeare. Moi, je crois qu'elle part à un festival, mais après, je dis ça, je dis rien. On écoute maintenant l'ouverture de Macbeth de Verdi.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 avec l'équipe de Je peux pas, j'ai opéra. Nous avons voulu vous faire écouter l'ouverture de Macbeth de Verdi, devenu malgré lui un symbole du ralliement sur les murs d'Italie. Viva Verdi! Je ne sentais qu'un seul désir, un seul désir. Il est déjà l'heure de se quitter, mais ne vous inquiétez pas les loulous, on revient cette année tous les deuxièmes vendredis du mois, donc le vendredi 11 décembre à 19h, on sera de retour. Vous devez vous demander de quoi on va vous parler. J'ai plutôt envie de rester vague, vous en pensez quoi les filles ? Bon, on est plutôt Ouais. On leur donnera tout au long du mois des indices via notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Alors suivez-nous et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des envies particulières. Tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h, sur les ondes de Radio Campus 93.3. Je peux pas, j'ai opéra. Pour ce qui est de l'actu musicale, les loulous, plusieurs événements à ne pas manquer vous sont proposés par le Centre Lyrique Clermont-Auvergne et l'Orchestre d'Auvergne pour le mois de novembre. Vous pouvez découvrir avec le Centre Lyrique Clermont-Auvergne jusqu'au 27 novembre dans la galerie Dolé une exposition spéciale Shakespeare à l'opéra. Venez nombreux, cette exposition vaut le détour. Et en plus, durant celle-ci, le Centre Lyrique Clermont-Auvergne offre la possibilité à 30 étudiants d'assister gratuitement à la répétition générale du spectacle d'Assis et des bois. Merci. Je commence à être fatiguée. Que je vous ai présenté durant le blind test. Et le samedi 28 novembre, l'opéra de Katsu de Courteveil sera présenté à l'opéra de Clermont, toujours avec le Centre Lyrique Clermont-Auvergne. C'est un texte de Brecht qui propose un divertissement satirique, un spectacle de cabaret sous forme d'opéra. Je vous promets, ça en jette. Avec cette pièce, monument du théâtre populaire, c'est une véritable plongée dans un Londres que Shakespeare aurait d'ailleurs pu connaître, qui vous attend. Avant le spectacle, le Centre Lyrique propose une avant-scène à 14h au foyer de l'Opéra-Théâtre pour nous permettre de rencontrer Manuel Peskin, chef d'orchestre, et Olivier Desbordes, metteur en scène. Du côté de l'Orchestre d'Auvergne, on aura la chance de découvrir les 19 et 20 novembre les Alliages improbables, concert de Pekka Kuusisto. Comme son nom l'indique, c'est un vrai métissage entre musique électronique et classique, puisque Kuusisto adopte des outils high-tech pour reprendre le répertoire classique de Mozart et Sibelius. Une vision moderne donc de ses grandes œuvres. Ça donne envie en tout cas. Merci de nous suivre les loulous, on vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous le vendredi 11 décembre à 19h. N'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra, on attend vos retours. Et je vous propose d'écouter, pour finir cette émission, Hip Hop. Alors je vais laisser Justine annoncer ce son, qu'il le fera sans doute mieux que moi. Alors c'est Shakespeare is Hip Hop, qui est un son de Vocabulary Press, qui a été utilisé pour les classes, pour pouvoir apprendre justement le vocabulaire. Of the English language is wordplay. Quoted yen every day, people making it stay. Invented synonyms like magical and fey, happy and gay. But the last example show you that meanings can change. Language is pervasive, spreading throughout like perfume you douse to drip on your blouse when you step in the house. Language is pliable, bendable and amendable. Neologism is inventing new words that's commendable. Deserving the praise, we more profuse than the rays, more abundant than sun rays on the radiant days. Language offers so many choices, it's fertile and fecund. Flipping freestyle flows for all my folks on the weekend. Superstar and the lady approach a Monday approaching. We hunt illegally, so we're poaching. They can't fetter our words, chain them or restrain them. We liberated people like Toussaint did the Haitians. You'll find figurative language in rap and Shakespeare. Symbolic meaning, similes and metaphors in there. I love the English language, it has so many words. Myriad words, a plethora of nouns and verbs. Hip hop is Shakespeare, and Shakespeare is hip hop. Hip hop is Shakespeare, and Shakespeare is hip hop. I said hip hop is Shakespeare, and Shakespeare is hip hop.